Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. En tant que directrice de la Haute École de santé Fribourg, je me réjouis de vous voir aujourd'hui si nombreux pour une conférence sur le thème de la reconnaissance de la profession d'infirmière. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros et vos caméras afin de laisser la priorité aux intervenants. Donc, merci à chacun pour cette opération technique qui nous permettra après de pouvoir avoir accès aux présentations. Nous avons aujourd'hui 4 intervenants de marque. Alexander Bischoff, professeur à la HEDS et doyen RAED, qui nous introduira dans cette conférence en rappelant les liens étroits entre soins infirmiers et épidémiologie. Par la suite, Jacques Madère, infirmier, expert en santé publique et en santé mondiale, vous présentera un résumé du premier rapport de l'OMS sur la situation du personnel infirmier dans le monde. Par la suite, Estelle Zermatten, infirmière, présidente des alumni de la HEDS, nous racontera sa réalité professionnelle et ce que c'est d'être infirmière en Suisse en 2020. Et enfin, nous avons l'honneur d'accueillir Sophie Lay, présidente de l'Association suisse des infirmières et infirmiers, qui reviendra sur les ambitions qu'elle porte pour l'avenir et la reconnaissance de la profession. À l'issue de ces 4 interventions, un espace de questions vous est réservé. Vous avez la possibilité au cours de cette conférence de nous poser des questions à travers le chat et nous y répondrons dans la mesure du possible avant la clôture de la conférence prévue à 17h15. Alors, avant de donner la parole aux premiers orateurs, je remercie les participants de fermer leurs caméras et leurs micros et d'emblée, sans plus attendre, une fois que vous avez tous éteint vos caméras et vos micros, je donne la parole à Alexander, aux intervenants pour cette conférence. Merci à vous. C'était autour de l'année 1850, quand tout le monde paniquait à Londres. Une épidémie sévissait dont on ne connaissait pas l'origine. Des milliers de personnes avaient une diarrhée terrible et moururent souvent, littéralement desséchées. C'est à ce moment-là que l'épidémiologie voit le jour. Un certain Dr. John Snow sera le père de la science des épidémies. Épidémie, c'est du grec et signifie ce qui survient sur le peuple. Rares sont les historiens ou les infirmières qui réalisent que notre fameuse Florence Nightingale s'est investie dans le combat contre des épidémies telles que le choléra. C'est bien de cette épidémie que nous parlons, un combat pas seulement pratique en soignant des malades, mais aussi au niveau de la recherche, de projets de qualité des soins. En effet, c'est en cette année que Florence démarre vraiment ce qu'elle considère comme sa vocation, prodiguer des soins. Elle avait dû lutter longtemps pour cela, parce que pour quelqu'un de la British High Society, les soins étaient tout simplement considérés comme moches. Florence prend congé de sa direction d'un homme, pour des personnes riches d'ailleurs, et commence à soigner des malades atteints du choléra dans un hôpital à Londres. La même année, elle projette un projet humanitaire. La guerre de Crimée oppose alors la Russie à une coalition formée de la Turquie, du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie. Nightingale arrive début novembre 1854 à une caserne à Scutari, ce qui est près d'Istanbul. Les infirmières trouvent des soldats blessés, négligés par un personnel médical débordé face à l'indifférence des officiers. Les réserves des médicaments sont limitées, l'hygiène négligée et des infections de masse courante, la plupart d'entre elles étant fatales. Il n'y a de plus aucun équipement pour préparer la nourriture des patients. Prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà. C'est là qu'elle est labellisée The Lady with the Lamp, la dame à la lampe. Pendant la nuit, elle turbine sur les étages de l'hôpital, soignant, réconfortant les malades et étudiant les maladies
mortalité et différentes épidémies. Pendant la journée, elle est prise par les questions de leadership, organisation, management, travail d'équipe, planification et les contacts avec les autorités. Et elle fait de la recherche appliquée. Elle fait de l'épidémio. Yes, et elle aime les stats. C'est ça qui est révolutionnaire, un développement de soins infirmiers qui combine pratique clinique, formation des cadres et recherche. Elle faisait ce que nous, infirmiers, infirmières, négligeons souvent, cette double approche axée sur l'individu d'un côté et puis sur la société de l'autre. Son parcours m'inspire vraiment et c'est une bonne occasion de nous souvenir d'elle comme infirmière et comme épidémiologiste avant l'heure. Grâce à l'épidémie de Corona, la cote des infirmières a clairement monté. Saisissons cette occasion pour nous inspirer de Florence dans notre quotidien. Merci de votre attention. Je me réjouis de vos questions que vous pouvez poser dans le chat et auxquelles je répondrai volontiers en fin de conférence. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Jacques Madère. Bonjour à toutes et à tous. Mon slideshow devrait s'afficher bientôt. J'ai une tâche à peu près impossible. Je dois vous résumer le premier rapport sur la situation du personnel infirmier dans le monde, rapport qui a été préparé par l'OMS, le Conseil international des infirmières et Nursing Now, qui fait à peu près 150 pages plus toutes les annexes en 7 minutes. Donc, je vais peut-être un peu déborder, mais je vais essayer de vous présenter l'essentiel. Donc, au menu de cette présentation, je dois quand même vous parler un peu de l'OMS parce que c'est ça qui permettra de préciser le cadre de ce rapport, ensuite le contenu du rapport et ses limitations, les résultats et les recommandations. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc l'OMS, Organisation mondiale de la santé, c'est une sorte de ministère de la santé mondiale. Son siège est à Genève. Elle a 6 bureaux régionaux à travers le monde et 150 bureaux pays. 7000 professionnels travaillent à l'OMS. C'est une agence normative qui édicte donc des normes et des critères pour la prise en charge et les soins, mais c'est aussi une agence qui a une activité opérationnelle à travers ses bureaux pays. Son budget annuel, 2,5 milliards de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait, c'est équivalent au budget des hôpitaux universitaires de Genève, qui utilisent d'ailleurs 10 000 personnes. Donc, vous voyez que l'OMS a une tâche énorme avec peu de moyens. Prochain slide. Au niveau de la gouvernance, l'OMS a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a une constitution qui a été adoptée en 1948 et actuellement 193 pays membres. Et le Parlement en question se réunit une fois par année, s'appelle l'Assemblée mondiale de la santé, et les représentants des pays sont essentiellement les ministres de la santé de chaque pays. Sa stratégie, donc l'OMS a défini une stratégie pour la période 2019-2023, contient 3 axes. Le premier, c'est la gestion des situations d'urgence sanitaire, ce qui l'occupe actuellement énormément. Le deuxième, c'est l'amélioration de la santé des populations, donc c'est toutes les questions de régulation par rapport au tabac, aux médicaments, à l'environnement, à l'air. Et puis le troisième axe, c'est la couverture sanitaire universelle. Alors, prochain slide. La couverture sanitaire universelle, c'est parti du constat que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services de santé essentiels. Vous voyez sur cette carte, plus les pays sont en clair, moins ils ont accès à des services de santé essentiels. Ce que c'est les services de santé essentiels a été défini par l'OMS. Mais plus grave, 100 millions de personnes chaque année sombrent dans la pauvreté à cause des dépenses liées à leur santé, parce qu'ils n'ont pas d'assurance, parce qu'ils doivent avoir des dépenses extraordinaires. Donc c'est non seulement un problème sanitaire, mais aussi un problème social. Tous les États membres des Nations Unies se sont dotés d'un cadre général qui s'appelle les objectifs du développement durable. Et dans ce cadre, il y a un engagement à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030, donc dans 10 ans. Mais la pénurie de personnel de santé est un obstacle majeur pour arriver à la couverture sanitaire universelle. Prochain slide.
Donc, le premier rapport sur les soins infirmiers dans le monde, c'est en fait en instantané. 190 États membres de l'OMS ont répondu sur 36 indicateurs pour ce rapport. Ce rapport contient une analyse sur le rôle actuel et le rôle potentiel de la profession. Et à la fin, il y a des recommandations qui sont des options politiques. Donc, c'est vraiment une vision mondiale sur notre profession et qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre profession puisse au mieux contribuer à la couverture sanitaire universelle. Prochain slide. Donc, maintenant, les difficultés et les limitations. Alors, la première difficulté, c'est la qualité des données. Il y a peut-être 191 États membres qui ont répondu, mais il y a beaucoup de lacunes. Tout le monde n'a pas répondu sur les 36 indicateurs. Donc, il manque des informations sur la formation, sur le financement, sur les salaires, sur les flux, sur le marché du travail. La deuxième difficulté, c'est de dire qui est considéré comme personnel infirmier. Il y a une classification du Bureau international du travail qui distingue des infirmières diplômées qui appartiennent à la grande catégorie des professionnels de santé et des infirmières adjointes qui appartiennent aux professionnels associés de la santé. Et donc, ces deux catégories ont été retenues pour le rapport, mais il y a aussi environ 9% des gens qui ont répondu qui n'appartenaient pas vraiment à aucune de ces deux catégories, tout en appartenant parfois c'est qu'il y a beaucoup de titres différents. Vous voyez sur la droite un graphique qui vous montre dans les 6 régions de l'OMS le nombre de différents titres liés aux soins infirmiers. Donc, il y a des titres de base, il y a des titres d'adjoint, il y a des titres spécialisés. Et souvent, des professionnels avec des titres similaires peuvent avoir des rôles très différents suivant le contexte. Donc, il n'y a pas de définition standardisée au niveau international. Prochain slide. Alors, les résultats de ce premier rapport, de cette enquête. Alors, notre profession est numériquement très importante. Hein, c'est 60% des professionnels de santé. Il faut savoir que la définition de professionnel de santé retenue par l'OMS inclut les médecins, les dentistes, les vétérinaires, les sages-femmes et les infirmiers infirmières. Donc, c'est un peu limitatif par certaines, comparé à d'autres définitions. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 3/4 des professionnels de la santé qui sont les infirmiers ou des infirmières. Mais ça n'empêche pas que cette profession soit sous-représentée dans les postes de direction du secteur de la santé. Ensuite, ce n'est pas une surprise, c'est une profession majoritairement féminine. 89% des infirmiers et infirmières au niveau mondial sont des infirmières. En Suisse, c'est encore plus grand, c'est 99% des infirmiers et infirmières sont des femmes. Ce qui conduit à des discriminations salariales et autres en termes d'accès à des postes, des positions, etc. Ensuite, c'est une profession qui est mobile. Une infirmière sur 8 n'est pas née ou n'a pas été formée dans le pays où elle travaille. Et en Suisse, c'est 1/4 des infirmières et infirmiers qui travaillent ont été formés à l'étranger. Prochain slide. Donc, un des grands problèmes, c'est la répartition de notre profession. Vous voyez sur ce slide le nombre d'infirmiers et infirmières pour 10 000 habitants. Alors, les pays qui sont bleu sombre sont relativement bien dotés en soins infirmiers. Et quand ils tirent sur le rouge, alors là, c'est vraiment pas bon. Donc, vous voyez que dans les pays à faible revenu, la dotation est insuffisante. Par exemple, dans les pays à faible revenu, c'est en moyenne 9 infirmiers et infirmières pour 10 000 populations. Par contre, dans les pays à haut revenu, c'est 107 infirmiers et infirmières pour 10 000 populations. Et en Suisse, on n'est pas trop mal loti parce qu'on a 172 infirmiers et infirmières pour 10 000 populations. Ça n'empêche pas qu'il y ait une situation de pénurie. Si on veut maintenir le statu quo actuel en 2030, il faudra former 4,7 millions de nouvelles professionnelles pour remplacer les gens qui partiront à la retraite, par exemple, parce que c'est aussi une profession qui vieillit. Et puis, si on veut réellement atteindre la couverture sanitaire universelle, il faudra former 1,2 million de professionnels en plus, et surtout dans les pays à faible revenu. Donc, il y a un grand risque que ce défi d'avoir une couverture suffisante en soins infirmiers perdure, voire même s'aggrave entre les pays riches et les pays pauvres. Prochain slide, s'il vous plaît. Au niveau de la formation, donc le standard de formation au niveau mondial, c'est entre 3 et 4 ans.
Par contre, il y a des contraintes au niveau de la formation, c'est le manque de professeurs et de lieux de stage. Au niveau des pratiques avancées, 71% des pays ont en poste de 53% des pays ont répondu à cette question en disant qu'il y avait une pratique des pratiques avancées. Et vous voyez sur le slide, sur le graphe à droite, que le nombre de pourcentage de pays avec des pratiques avancées augmente en fonction de la densité des médecins. C'est-à-dire, plus cette densité de médecins est basse, plus les infirmiers ont des tâches qui sont habituellement faites par les médecins chez nous. Et quand la densité des médecins augmente, les médecins reprennent certaines tâches qui avaient été exercées par des infirmiers et infirmières. Ensuite, le manque de représentation dans les instances politiques. 71% des pays ont en poste de responsable national des soins infirmiers. Dans la zone Europe, c'est même 86% des pays. Par contre, en Suisse, ça n'est pas le cas. Seule la moitié des pays ont un programme de développement du leadership infirmier. En Europe, 56%. Pour votre information, toutes les données recueillies sont disponibles sur Internet, y compris sous forme de fiches synthétiques qui sont accessibles. Dernier slide. Les recommandations. Donc, il y a 3 grands groupes de recommandations. Je ne vais pas entrer dans les détails. La première, bien sûr, si on veut avoir 5,9 millions d'infirmiers dans les 10 ans, il faudra former beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. Il faudra les absorber dans le marché du travail et il faudra les maintenir dans le marché du travail. Alors, une manière de maintenir les infirmiers et les infirmières dans le marché du travail, c'est bien sûr de mieux utiliser le potentiel de la profession. Donc, toute la question des pratiques avancées, de la place des infirmiers et des infirmières dans les équipes de soins, du partage des tâches entre les équipes de soins et sociales. Et puis, le troisième groupe de recommandations, c'est d'améliorer la planification et le suivi, notamment de la formation, de l'entrée dans le marché du travail, du maintien dans le marché du travail, et aussi sur le problème des migrations. Prochain slide, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Estelle Zermatten. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vais commencer par remercier tout le personnel soignant qui, je pense, nous écoute pour le travail qu'on fait chaque jour et puis aussi pendant cette période de crise qui a été finalement un petit peu particulière. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que ça veut dire être une infirmière en Suisse en 2020. Donc, je vais vous parler de notre métier, de ce qu'on peut voir concrètement dans la pratique et puis de qu'est-ce que moi je vois pour la suite d'une carrière d'infirmière. Donc, je vais commencer par le mot vocation parce que j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est une vocation d'être infirmière et ma réponse, elle est toujours claire, non, ce n'est pas une vocation d'être infirmière. Ce n'est pas une vocation parce que certes, on aime prendre soin des gens et c'est une compétence qu'il faut avoir, mais actuellement, ça demande un niveau d'études, ça demande des années d'études, ça demande des compétences, ça demande une collaboration. Donc non, ce n'est pas une vocation. Les gens font souvent l'amalgame entre les bonnes sœurs et nous. Je ne veux pas que ce soit péjoratif pour les bonnes sœurs, surtout pas. Mais c'est vrai qu'on est souvent vu comme les assistantes du médecin. On est souvent vu comme celle qui passe l'aiguille, comme celle qui passe la lavette, comme celle qui écrit sur le papier. Mais aujourd'hui, on a vraiment un sens clinique développé, on a un rôle autonome dans notre métier et je pense que c'est ça qu'il faut que la population, elle comprenne. La crise du Covid, elle a permis de mettre ça en avant et j'ose espérer que ça va continuer et qu'on ne va pas nous oublier. On a un sens clinique qui est développé et puis ça, c'est grâce à notre formation HES. Le sens clinique, il est essentiel dans la prise en charge des patients parce que c'est surtout ce qui nous permet d'anticiper et finalement de travailler en collaboration avec toutes les équipes. J'ai parlé avant de ce sens clinique et puis de la formation HES. J'aimerais revenir sur cette formation HES parce que je pense que c'est déjà un grand pas qui a été fait pour notre métier. Et puis, c'est une formation qui met en avant beaucoup de choses, que ça soit théorique, ce qui est important. On a énormément de théorie, ce qui nous permet de comprendre et puis de pouvoir amener des actions concrètes. Je pense que ça, il faut vraiment que ça soit mis en lumière. Il y a une grande formation pratique avec notamment un nouveau centre de simulation à la HES que j'ai malheureusement pas eu la chance d'exploiter, mais de visiter. Et je pense que ça nous permet d'arriver avec les bonnes armes sur le terrain. Parce qu'il faut le dire, quand on commence comme infirmière, c'est pas toujours évident de
trouver sa place dans une équipe, de pouvoir savoir comment faire et puis d'oser prendre le lead sur certaines choses parce que finalement, l'expérience, on l'acquiert au fil des années. J'ai mis une slide sur la durée de vie des infirmières parce que finalement, c'est quelque chose qui me fait peur quand je vois les équipes, quand je vois mes collègues, quand je vois les personnes d'autres services. C'est vrai qu'on entend souvent que les infirmières, elles sont fatiguées. Alors certes, on a choisi notre métier et ça, c'est quelque chose que j'aime pouvoir mettre en avant. On savait très bien les conditions, qu'on a des nuits, qu'on a des week-ends, et puis que finalement, on est souvent décalé avec les autres personnes. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose qui est difficile, autant en étant jeune, autant en étant plus âgé. Et je suis certaine que ça évolue encore en étant plus âgé et en ayant une famille. Mais finalement, on voit qu'il y a à peu près 45% des infirmières qui arrêtent après une formation. Et pour moi, ça, c'est vraiment dommage parce qu'une formation, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à l'école, mais ça coûte également de l'argent sur le terrain. Finalement, on forme des gens qui ne restent pas. Et puis, c'est quand on reste qu'on devient de plus en plus efficient. Donc, je pense que c'est important de pouvoir travailler là-dessus. Et puis, Jacques en parlait avant avec la pénurie. On verra après que si on ne continue pas à faire des choses, malheureusement, la pénurie, elle va s'installer. Et puis, j'ai mis une phrase sur l'autonomie. On a un rôle autonome qui s'est développé, mais qui, pour moi, doit continuer à se développer sur le terrain. Finalement, c'est nous qui sommes au lit du patient 24 heures sur 24. C'est nous qui alarmons s'il y a un problème. C'est nous qui prenons en charge les premières choses. C'est nous qui discutons avec le patient. Et puis pour ça, on n'est pas assez reconnus. Et c'est quelque chose pour lequel je me bats. Et je pense qu'il faut qu'on continue à mettre ça en avant parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, je me suis posé la question, et moi, en 2025 ? Finalement, ça fait pas si longtemps que je suis diplômée, ça fait que 3 ans, mais j'ai déjà à peu près 10 ans d'expérience sur le terrain. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est un métier qui demande beaucoup d'adaptation. Et en me posant la question, et moi en 2025, oui, je me vois encore comme infirmière, mais sur le terrain à 100%, je peux pas dire que j'en suis sûre. Et je pense que c'est un bon nombre de personnes qui pensent ça. Par contre, ce qu'on a la chance, avec notre formation, notamment avec notre niveau HES, c'est d'avoir la possibilité de se former, d'avoir la possibilité d'évoluer dans différents domaines, toujours en gardant un pied dans la santé, que ce soit au niveau du management, de l'enseignement, de la gestion. Et puis ça, je pense que c'est vraiment une chance. Et puis, il faut qu'on continue à développer ce genre de formation continue ou post-grad ou avec des masters. La pénurie, Jacques, il en a parlé. Mais c'est vrai que moi, ça me fait peur parce que je me dis que si on est moins sur le terrain, finalement, c'est nous qui sommes avec le patient. Et je suis certaine que si on était un petit peu plus, on pourrait anticiper encore mieux les risques et les péjorations des patients, notamment les conséquences, ce qui finalement augmente aussi les coûts de la santé, à mon avis. Donc oui, ça me fait peur parce que les gens qui vont être soignés demain, c'est nos parents. Les gens d'après, ça va être nous. Et j'ai envie qu'on puisse être bien soignés. Donc, je me pose souvent la question, et si c'était ma maman dans le lit, qu'est-ce que je ferais? Et puis, je pense que ça, il faut bien que les gens l'entendent parce que c'est vraiment important. Mais je pense que pour continuer d'être infirmière, il faut que notre identité puisse être claire, que notre rôle puisse être clair, qu'on puisse être reconnu tel quel avec des compétences identifiées. Si, pour moi, il y a une pénurie et les gens arrêtent de travailler, c'est parce qu'on est souvent caché derrière la blouse du médecin ou caché derrière l'assistante du médecin. Et puis pour moi, ça, c'est un réel souci aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression que la crise du Covid, elle a mis ça en avant. Sophie Lay va nous en parler un petit peu plus tard, des applaudissements et de la suite. Mais je reste persuadée que si on a tous choisi ce métier, c'est parce qu'on a le cœur de pouvoir soigner des gens et de pouvoir les accompagner avec leur famille. C'est ce qu'on fait tous les jours. Et puis j'espère qu'on pourra continuer surtout à se battre ensemble parce que plus on est, plus notre voix elle est forte, plus on pourra avancer. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis bien évidemment disponible après pour des questions. Je vais donc passer la parole à Sophie Lay, qui est la présidente de l'ASI. Merci. Merci beaucoup Estelle et merci à vous qui êtes passés avant et qui avez déjà dit beaucoup de choses sur la profession des soins infirmiers, sur
après les applaudissements, quelle reconnaissance? Ben oui, demain, quelles sont les ambitions pour la profession infirmière? Nous avons vécu une période maintenant de pandémie. Nous sommes dans une phase où ça allait un peu mieux. Les chiffres commencent à être un peu moins bons, mais voilà. L'Association suisse des infirmières et des infirmiers a eu pendant cette période de la pandémie une activité extrêmement importante, tant sur un plan national pour protéger le personnel, pour éviter qu'il y ait des débordements, par exemple, par rapport aux conditions cadres, mais aussi pour valoriser et être un interlocuteur de choix auprès de l'Office fédéral de la santé publique. Donc, nous avons eu des actions, nous avons fait des lettres, nous avons eu un forum aux questions qui a été remis à jour régulièrement avec tous les aspects liés aussi au domaine juridique, parce que la situation était dans certaines institutions pas forcément si évidente que ça pour les infirmières et les infirmiers. Et puis ça, on était en même temps très applaudis et en même temps, nous, vous le savez, à l'Asie, mais je vous en parlerai après, nous avons une initiative des soins infirmiers. Mais aujourd'hui, je vais reprendre la situation de mes collègues, qui a déjà été dite par mes collègues, mais donner les chiffres au niveau suisse et dire, à l'heure actuelle, en Suisse, il manque environ 65 000 soignants. Et d'ici 2030, on sait qu'il manquera environ 29 000 infirmières et infirmiers, environ 20 000 ASSC et 16 000 personnes titulaires d'une attestation. Aujourd'hui, pas même la moitié des personnes dont nous avons besoin ont été formées. En 2018, par exemple, il y a eu 2831 diplômes en soins infirmiers qui ont été décernés, alors qu'il en aurait fallu environ 6 000. Et puis, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, et comme l'a aussi dit Jacques, environ 46% des infirmières et des infirmiers quittent la profession, et extrêmement rapidement. Avant 35 ans, environ une personne sur 3 formée en soins infirmiers quitte la profession. Et pourquoi? Comme Estelle l'a signalé et comme Jacques l'a aussi signalé, il est souvent question, lorsqu'on interroge les professionnels, la raison de l'épuisement, la raison de quitter les soins infirmiers est l'épuisement professionnel. Et c'est pour ces raisons que l'ASI, donc l'Association suisse des infirmières, s'est engagée en politique en lançant une initiative populaire pour des soins infirmiers forts. Et comme vous le savez, nous avons mis très peu de temps pour récolter, passer 115 000 signatures, donc on a mis environ 8 mois. Nous avons été déposer notre initiative donc au niveau de la chancellerie, et puis maintenant nous sommes depuis 2 ans dans un processus politique complexe et qui a été mis un peu en sourdine, on va dire ça, parce que nous avons eu un travail intense durant la pandémie, mais le travail politique était moins en première ligne. Et puis, nous avons recommencé depuis le début juin notre travail politique auprès des parlementaires, que ce soit au niveau du Conseil des États, au niveau du Conseil national. Et dernièrement, nous avons eu une réunion avec M. Berset et l'Office fédéral de la santé publique. Et nos ambitions sont toujours les mêmes. Elles sont de garantir une qualité des soins et une sécurité des patients. Et dans les présentations précédentes, nous avons bien entendu combien est-ce qu'il était important de garantir des conditions d'exercice de la profession, mais aussi des conditions de soins pour les patients qui soient de qualité. Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous avons mandaté l'Université de Bâle en fin d'année passée 2019 pour qu'ils nous sortent une situation suisse au niveau de la qualité des soins, des prestations infirmières. Et l'Université de Bâle a fait une étude sur environ 1,3 million de dossiers de patients dans les hôpitaux de soins aigus. Et ils ont mis en évidence que plus il y avait du personnel infirmier diplômé, plus la qualité des soins était bonne et plus l'économicité des soins était garantie. Et donc, nous savons maintenant, et puis je vous laisserai pour cela aller regarder si jamais sur le site internet de l'Association suisse des infirmières, parce qu'il y a les documents et les fact sheets, etc. Mais c'est documenté que nous pourrions
économiser de l'argent, environ 200 et quelques millions, et que c'est valable pour les hôpitaux de soins aigus, mais c'est aussi valable pour les soins longue durée et pour les soins à domicile. Nos ambitions comme association des soins infirmiers en Suisse, c'est aussi de promouvoir la formation et la formation continue pour que davantage de personnes choisissent cette profession en première intention, donc fassent la formation d'infirmières et infirmiers HES, et puis puissent aussi se former tout au long de la vie, parce que nous savons, et c'est documenté, que le fait de pouvoir se former, c'est aussi un moyen de pouvoir lutter contre l'épuisement professionnel, et c'est aussi un moyen de pouvoir augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients. Ensuite, une autre ambition pour demain, c'est d'assurer la reconnaissance des prestations réalisées sur la responsabilité infirmière. Et là, c'est vraiment le point de l'autonomie des infirmières et des infirmiers. C'est mettre en évidence que nous pouvons faire un travail autonome qui peut être facturé directement auprès des caisses maladie et que nous n'avons pas besoin forcément de passer par une autorisation des médecins pour le faire. Ça, c'est un point difficile, extrêmement difficile au niveau surtout politique. Ensuite, il y a rémunérer les prestations infirmières de façon appropriée. Ça, c'est aussi une des grandes ambitions. Améliorer les conditions de travail et maintenir les personnes formées dans la profession. Faire en sorte que les conditions de travail permettent un exercice professionnel satisfaisant, mais aussi d'avoir une vie privée qui permette de se ressourcer et d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et puis, les autres ambitions pour demain, c'est obtenir la protection des titres professionnels, parce que nous savons que ce n'est pas toujours évident les titres professionnels en Suisse, et qu'il y a besoin qu'il y ait une protection très claire du titre d'infirmière-infirmier et des titres de master, de doctorat, etc. D'autres ambitions pour demain, et qui sont... Alors, ici, ce que vous voyez sur la slide, c'est surtout les ambitions qui sont liées à l'initiative des soins infirmiers. Donc, ce processus est en cours. Nous savons qu'il y a un contre-projet indirect qui est en cours de discussion encore au Parlement, mais que pour le moment, le comité d'initiative n'entrera pas en matière sur le contre-projet indirect, puisqu'il ne reprend pas tous les termes de l'initiative, et donc notamment ne sont pas inclus dans ce contre-projet indirect tous les aspects liés à l'autonomie des soins infirmiers, sur la formation, mais de manière pérenne dans le temps, et sur les conditions de travail et sur une amélioration des conditions de travail. Donc ça, c'est un point pour les ambitions de demain. Puis nous avons d'autres projets en partenariat, par exemple avec les Swiss Nurse Leaders, qui sont l'association des directeurs des soins de notre pays, mais aussi avec l'association suisse pour les sciences infirmières, avec notamment un gros projet qui est en cours actuellement. C'est une association qui a été créée, APN-CH, et qui est l'organisation de la réglementation de la pratique avancée en Suisse, parce que comme elle n'est pas réglementée au niveau de la loi, nous avons décidé avec les organisations partenaires de faire une réglementation, une organisation de la réglementation. Et puis nous avons un autre grand projet, et dont Jacques Meder nous a parlé quelque peu par rapport à l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'avoir un Chief Nurse Officer au niveau, donc une infirmière en chef, au niveau fédéral, et c'est un des projets sur lesquels nous travaillons en collaboration avec les Swiss Nurse Leaders et l'Association suisse pour les sciences infirmières. C'est notre projet commun que nous essayons de mener à bien, et l'idée, ce serait d'avoir un représentant au niveau fédéral des soins infirmiers qui soit identifié comme tel, une figure importante. Donc, c'est les gros projets en cours et les grandes ambitions qui sont de défendre la place et la visibilité des soins infirmiers dans notre pays. Nous voulons, et je sais que ça, c'est aussi la volonté de tous les professionnels infirmiers de notre pays, de garantir une qualité des soins infirmiers, la sécurité des patients, d'améliorer réellement les conditions de travail pour faire en sorte que, comme Estelle le disait, les personnes ne partent pas en cours de carrière professionnelle et puissent avoir de l'envie et de l'énergie pour exercer leur profession, que nous voulons un encouragement de la formation et de la formation continue, et puis que nous voulons que la profession infirmière soit une réelle
profession et que ce soit une profession qui soit valorisée et que nos compétences acquises durant la formation de base, durant la formation continue, post-graduée, les masters et les doctorats soient reconnues et utilisées. Et donc, sur cette slide, vous avez un appel que nous avons lancé le 12 mai lors de la journée des infirmières et où nous avons essayé de mettre en évidence et de nouveau de repolitiser nos ambitions en disant « Imaginez notre pays sans infirmières » et signer l'appel pour les soins infirmiers. Alors, nous cherchons à avoir de nouveau 100 000 signatures pour remontrer à la politique suisse le pouvoir des soins infirmiers et notre poids, parce que plus nous montrons que nous sommes ensemble, plus la politique devrait nous prendre au sérieux et devrait écouter effectivement et prendre en considération et amener dans la loi les éléments qui sont demandés au sein de l'initiative. Et donc, aujourd'hui, nous avons commencé le 12 mai cette récolte de signatures et aujourd'hui, nous en étions à 15 heures à 71 233 signatures et je vous encourage volontiers à faire signer cet appel et à le dire autour de vous parce que ça peut être signé par tout un chacun et ça doit être signé aussi par la population pour montrer le besoin que nous avons d'être reconnus et nos revendications prises en considération. Voilà, je vous remercie et je conclurai sur cette dernière slide pour dire que ce qu'il est important, c'est de mettre le pouvoir infirmier en avant parce que la profession infirmière est une voie faite pour diriger vers un monde en bonne santé, ça c'est les mots de l'OMS, et puis que les infirmières unies, alors même si le titre est en anglais, mais Nurses United, ici et partout, c'est un slogan pour l'avenir et je vous remercie de votre attention et de l'engagement de tout un chacun et chacune au quotidien pour promouvoir des soins de qualité. Et puis, je repasse la parole à Nathalie Viens-Piton. Merci. Bonjour à tous. Dans le peu de temps qui nous reste, d'abord remercier vraiment chaleureusement les intervenants pour leur expertise, leur engagement pour la profession. Mais il nous reste quelques minutes et des questions nous sont parvenues. J'ai une première question qui va s'adresser à Monsieur Madère et puis une deuxième qui sera pour Madame Lé. Je donne la première à Madame Lé pour qu'elle ait le temps d'y réfléchir et ensuite Monsieur Madère, parce que Madame Lé, on vous demande quelle serait la priorité sur laquelle vous souhaitiez que les gens qui vous entendent à cette conférence se concentrent dans tous les défis qui nous sont amenés? Est-ce qu'il y avait un message clé que vous souhaitez laisser à nos collègues? Pendant que vous ciblez le message sur lequel vous voulez que nos collègues partent en premier, je reviens à M. Madère et puis j'aimerais savoir, M. Madère, des questions qui ont été posées. Quelles sont les suites de ce rapport? Parce qu'il est très précieux d'avoir pour une fois un rapport sur les soins infirmiers. Et est-ce qu'il y a des particularités sur la fiche qui concernent la Suisse? Monsieur Madère. Bien, merci beaucoup, Madame Viens-Piton. Alors, les suites de ce rapport, peut-être Amélie peut nous montrer, il y a un slide là-dessus, qui était le numéro 13 ou 14, je ne sais plus. Voilà, exactement. Merci, Amélie. Le problème qu'on a, c'est que ce rapport qui a demandé des années de préparation, il est sorti au plus mauvais moment. Il est sorti le 7 avril, la Journée mondiale de la santé, mais tout le monde regardait le coronavirus. Donc, il a eu très peu d'écho. Ensuite, l'Assemblée mondiale de la santé, qui se tient chaque année au mois de mai et qui aurait été l'endroit où ce rapport aurait pu être discuté, a été fait de façon restreinte, à distance, et c'était seulement des questions liées au coronavirus. Donc, encore une fois, ce rapport a été quasiment passé sous silence. Par contre, l'année 2020 est quand même l'année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Donc là, il y a quelque chose qui peut être fait, d'autant plus qu'avec le coronavirus, on a vu qu'il y a un intérêt pour cette profession. Et puis, la décennie 2020-2030 a été nommée décennie d'action pour la formation, l'emploi et le leadership du personnel infirmier. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, si on veut voir la fiche, peut-être le slide suivant, je crois que c'est la fiche sur la Suisse. Voilà, exactement. Donc ça, c'est à quoi ressemble une slide. Vous pouvez les trouver sur Internet, de même que le rapport. Alors, le rapport complet est en anglais, mais il y a un résumé en français d'une quinzaine de pages qui est déjà très, très bien fait. Et là, vous avez la fiche basée sur les données qui ont été fournies
par le gouvernement et j'imagine quelques associations aussi sur notre profession. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça vaut la peine de la regarder. C'est là que vous voyez, par exemple, que 99% des infirmiers sont des infirmières et que les infirmiers et infirmières représentent 3/4 des professionnels de santé. Et puis, juste un dernier petit mot, un message positif, si vous me passez le slide suivant. Et j'aimerais mentionner une chose, c'est que le nouveau directeur général de l'OMS est africain pour la première fois, il vient d'Éthiopie, et puis c'est un pays à revenus très bas, et puis c'est un pays qui a fait des progrès remarquables pour justement la couverture sanitaire universelle, pour l'accès aux soins essentiels. Et donc pour lui, l'importance des différentes catégories de professionnels de santé s'est exprimée quand il a réorganisé l'organigramme de l'OMS. Il a mis la Chief Nursing Officer très haut dans l'organigramme. Elle reporte directement sous le Deputy Director General, ce qui est vraiment une position clé. Et la personne qui est dans cette position s'appelle Elisabeth Hiro, que vous voyez là. Elle a une fleur à l'oreille, c'est pas pour du folklore, c'est qu'elle vient de l'île de Cook. Je suis sûr que vous ne savez pas trop où c'est. En tout cas, moi, je ne savais pas. J'ai dû aller voir. C'est une île au milieu du Pacifique. Mais c'est quelqu'un qui a une carrière dans la santé publique et qui est très reconnu. Et donc, c'est elle qui est responsable de toutes les questions de soins infirmiers au niveau de l'OMS. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Madère, de nous avoir donné ces précisions. Et puis, cette chief infirmière me fait faire le lien avec notre présidente de l'Asie suisse, dont c'est une des volontés. Avant de lui donner la parole à cette grande question qui était très large, j'aimerais quand même dire qu'un des moyens de pouvoir soutenir le développement, c'est de favoriser aussi un maximum l'adhésion de nos collègues à l'Association des infirmières pour qu'on puisse avoir un poids commun pour apporter les messages qui sont à donner. Et je lui donne d'emblée la parole pour cette question de priorisation pour nous exclusivement ce soir. Alors, merci en tout cas, Nathalie, sur dire qu'il faut effectivement être ensemble et que rejoindre l'Association des soins infirmiers suisses, c'est aussi un moyen de dire que plus nous serons importants, plus nous aurons du poids dans la politique suisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, l'Asie regroupe 26 000, en gros 26 000 membres sur les 90 000 infirmiers diplômés suisses. Donc, c'est vrai que nous pouvons viser mieux, même si nous sommes la plus grosse organisation de la santé au niveau suisse, mais quand même, nous pourrions être encore plus de membres et ce serait d'autant plus important au niveau de notre poids politique. Ce que j'ai envie de laisser pour demain, la grande ambition pour demain, une des grandes ambitions, c'est de positionner les soins infirmiers dans le système de santé suisse de manière à avoir une visibilité importante et une reconnaissance de la compétence. Nous souhaitons, et je souhaite, que les infirmiers soient considérés comme une réelle profession et que lorsqu'il s'agit de parler des défis infirmiers et des défis des soins infirmiers, ce soit les infirmiers qui en parlent et non pas d'autres personnes dans le domaine de la santé ou d'autres personnes dans la communauté. Et pour ça, pour moi, c'est une réelle ambition pour l'avenir, c'est-à-dire cette posture d'être une profession à part entière, avec des compétences, une reconnaissance, et que lorsque l'on parle de sujets infirmiers, ce soit les infirmiers eux-mêmes qui soient en première ligne et qui assurent aussi de répondre à ces questions-là. Parce que les infirmiers aujourd'hui ont cette compétence, et l'avaient déjà avant, mais l'ont d'autant plus aujourd'hui, et d'autant plus doivent faire valoir leur leadership politique et professionnel. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lé, pour ce message de conclusion. Il est déjà 17h15. Dans le souci de respecter les horaires et de vous remercier d'avoir pris ce temps pour être avec nous à la Haute École de Santé, j'aimerais par ma voix vraiment applaudir chaleureusement nos 4 conférenciers de ce soir qui nous ont partagé et résumé des bouts d'histoire et un positionnement important pour notre profession. Nous sommes l'année des 200 ans des soins infirmiers, une année exceptionnelle avec ce qui se produit. Nous avons organisé cette conférence pénurie et pandémie, quel monde d'après pour les soins infirmiers. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que la pandémie va passer, mais les soins infirmiers resteront et seront présents grâce
aux recommandations et aux positionnements que nous avons entendus ce soir, à votre implication à tous pour engager les actions de développement qui ont été proposées afin que notre profession puisse prendre la place requise dans la société et apporte sa contribution essentielle aux enjeux sanitaires. Je vous remercie d'être venus à cette conférence. Nous vous redonnerons rendez-vous cet automne, soit en présentiel à l'école si la situation nous le permet, ou autrement en Teams. Au plaisir de vous revoir et à tous, bel engagement pour la profession et très bonne soirée. Au revoir.